Alors, bienvenue pour cette courte vidéo sur Femmes de science, les grandes oubliées de l'histoire, pour vous permettre d'avoir une petite idée de ce que vous pouvez avoir dans vos exposés. Alors, tout d'abord, on va voir que ces femmes de science, elles ont été pensées comme inférieures dès le départ. Par exemple, Aristote, grand scientifique dont nous n'avons pas arrêté de parler, nous dit, il établit une hiérarchie entre les sexes. Pour le philosophe, les femmes sont un demi-échec de la nature, mais il leur concède le rôle essentiel d'enfanter des mâles. Vous avez une très jolie citation aussi sur le diaporama. Ensuite, plus tard, chez les Lumières, qu'on pourrait penser justement éclairé, Jean-Jacques Rousseau, dans Émile ou de l'éducation, assène la phrase suivante. Alors vous l'avez en entier, c'est un peu flou, mais moi je vais prendre la fin. Il nous dit: toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes, leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce. Bon, bref, pour lui, rien ne sert de rendre les femmes intelligentes, elles doivent seulement s'occuper du foyer, de leur mari et tout ce qui s'ensuit. Un peu plus tard, le philosophe Emmanuel Kant dit que le cerveau de la femme n'est pas fait pour traiter de la géométrie, de l'astronomie, de la physique et de la chimie. Voilà, ça c'est dit. Vous avez une très jolie citation aussi de ce cher Emmanuel Kant. Plus tard, aussi au XIXe siècle, Camille C., qui est à l'origine de la création des écoles, de l'enseignement secondaire pour les filles, donc les collèges et les lycées pour filles. Donc en 1880, on pourrait penser que justement, il va y avoir une part de féminisme dans cette création. Non, pas du tout. Pour lui, il ne s'agit pas de préparer les jeunes filles à être savantes. Leur mission dans le monde n'est pas de faire de nouveaux progrès aux mathématiques et à la chimie. Les lycées et les collèges de jeunes filles ont été fondés pour faire de bonnes épouses et de bonnes mères. Je vous laisse sur cette magnifique citation. Et puis après, pareil, dans cette période du 19e siècle, du scientisme, où les sciences et les études scientifiques se multiplient et s'emballent, on va multiplier aussi les études pour montrer que les femmes ne sont pas physiologiquement faites pour raisonner et créer. Et les conclusions souvent des études, c'est que si elles le font, elles risquent la stérilité, des pathologies physiques ou mentales, comme des coliques, des toux convulsives, des fièvres, etc. Ensuite, ces femmes sont pensées comme des exceptions. Elles sont exceptionnelles dans le sens où, justement, elles sont peu nombreuses. C'est le sens premier ici d'exception qu'il faut prendre. Par exemple, lors de la construction de la Tour Eiffel, sont gravés donc 72 noms de savants, parmi les plus marquants du 19e siècle. Vous pouvez voir ici quelques-uns que nous avons vus ou que nous verrons: Lalande, Lagrange, Cuvier, Lavoisier, Ampère, etc., etc. Donc 72 noms, et comme vous pouvez l'avoir remarqué un peu dans les noms que j'ai énoncés, aucune femme, ce qui ne va choquer personne à l'époque. Le génie des sciences ne s'accorde donc qu'au masculin pour les hommes de l'époque. Les quelques noms, d'Hypatie d'Alexandrie à Marie Curie, sont passés à la postérité, mais ils sont exceptionnels. Je le redis bien au sens premier du mot. Encore aujourd'hui, le prix Nobel de physique n'a été attribué par exemple qu'à 3 femmes, dont Marie Curie, celui de chimie à 5, dont Marie Curie, et celui de médecine donc à 12 femmes. De fait, elles ne représentent que 3% des lauréats scientifiques. La médaille Fields, par exemple, aussi l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, n'a accordé qu'à une seule femme en 2014, donc Mariam Mirzakhani, ce prix prestigieux.
Et si on prend l'Académie française des sciences, il n'y a que 32 femmes sur 268 membres. Ensuite, ces femmes sont aussi des lectrices et des médiatrices des sciences. Donc exclues, on va dire, des sciences académiques, les femmes ont souvent été plus nombreuses à écrire des manuels de vulgarisation et à diffuser les savoirs. Un premier exemple ici, donc Jeanne Dumay, qui va être l'une des premières à traduire et à faire venir justement l'astronomie copernicienne en France, hein, donc on est au XVIIe siècle, hein, donc avec cet entretien sur l'opinion de Copernic touchant la mobilité de la Terre, et elle l'a écrit et elle l'a traduit avant son homologue masculin, Fontenelle, dans son entretien sur la pluralité des mondes, mais c'est celui qu'on a le plus souvent retenu et pas celui de Jeanne Dumay. Une autre femme assez intéressante, Anna Morandi Mazzolini. C'est donc, on est à Bologne, hein, on est au XVIIIe siècle, et donc cette femme va créer donc des cires anatomiques des corps humains, qui deviennent très rapidement justement une attraction touristique. Hein. Aujourd'hui, si vous allez visiter Bologne, et notamment l'université, hein, de sciences, hein, de Bologne, donc son célèbre amphithéâtre, vous avez un écorché, hein, en cire anatomique, hein, par exemple, et vous avez toutes ces cires anatomiques qui y sont. Et voilà, ça se visite et les gens sont assez nombreux à aller les voir. Et oui, déjà à l'époque, hein, ça avait eu un franc succès. Elle a aussi beaucoup orienté ses cires anatomiques aussi du côté féminin, hein, justement, avec, hein, l'utérus, le vagin, les fœtus aussi, etc. Enfin, voilà, pour permettre aussi de progresser en obstétrique. Une autre femme dont on a déjà parlé aussi, hein, Caroline Herschel, découvre auprès de son frère, à la fin du XVIIIe siècle, de grandes nébuleuses, comètes, etc. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, les découvertes sont plutôt attribuées à son frère. Et donc c'est l'effet Matilda, dont on reparlera juste après. Dans d'autres disciplines, donc, elles trouvent leur place, donc, comme je vous ai dit, en tant que traductrices. La plus célèbre étant Émilie de Breteuil, marquise du Châtelet, qui était maîtresse de Voltaire aussi, qui a traduit Newton, justement, hein, du latin vers le français, ce qui a permis de diffuser la pensée du savant britannique. Et ensuite, hein, Voltaire, par exemple, hein, va être l'un des premiers ensuite à écrire un livre, hein, justement sur la pensée de Newton, en s'attribuant bien sûr les travaux de sa chère maîtresse. Et pour terminer donc, cette place dans les sciences, elle a souvent été niée. L'historienne américaine donc Margaret Rossiter commence une étude sur l'effet Matilda, donc en 1993. Donc c'est le processus par lequel, hein, les contributions des femmes scientifiques sont dévaluées et enfin attribuées à des collègues masculins. Ce phénomène avait été observé par Matilda Joslyn Gage vers la fin du XIXe siècle, et d'où ce nom, effet Matilda. Et cet effet Matilda, on peut le retrouver à travers, hein, les travaux de 3, voire plus, hein, de scientifiques. Hein. Vous avez Lise Meitner, hein, on est en physique atomique, Rosalind Franklin sur les travaux sur l'ADN, et puis bon, on pourrait multiplier les exemples, hein, de ces femmes dont les travaux ont été attribués à des hommes. Voilà pour cette petite présentation sur Femmes de science, les grandes oubliées de l'histoire.